Bonjour à tous et bienvenue au Presse Club de France pour parler aujourd'hui du JT. JT qui a 70 ans cette semaine, dans 2 jours. Eh bien, nous le fêtons légèrement en avance avec un plateau exceptionnel. Bonjour à nos internautes qui nous regardent sur Facebook et aux personnes qui sont présentes avec nous dans la salle. Alors le JT qui a 70 ans, le JT éternel ou pas, le JT n'empêche est encore là en 2019. Il fait encore d'importantes audiences, plus de 5 millions effectivement le week-end et en semaine. Donc le web, les réseaux sociaux, visiblement, n'ont pas encore détrôné le JT. On va en parler justement avec on peut dire qu'on a un plateau historique avec nous. À mes côtés, effectivement, Jean-Claude Bourret, bonsoir. Qui a présenté effectivement sur TF1, la 5 également, ça a été une période aussi importante, et France 3, ça a commencé dans les années 70, on verra avec vous comment ça s'est passé. Anne-Claire Coudray, bonsoir. Donc vous, c'est aujourd'hui le week-end, vous avez fait avant des reportages, beaucoup de reportages, et aujourd'hui c'est le JT que tout le monde connaît. On va parler avec vous de ce JT de 2019, comment vous l'imaginez. Marie-Laure Augry, bonsoir. Donc avec bien sûr Yves Mourousi, mais on verra comment ça s'est passé aussi avec vous, parce que quand on regarde l'histoire, finalement, vous étiez arrivé à un moment donné où finalement le politique voulait peut-être enlever Mourousi en vous mettant à ses côtés, et finalement il a raté, puisque ça s'est très bien passé pour vous deux. Et puis Hervé Brusini, bonsoir. Qui est en charge de l'innovation et de tous ces sujets effectivement pour France Télévisions. On verra comment peut évoluer justement l'innovation dans les JT. On en voit parfois avec Anne-Claire sur la réalité augmentée. On verra ce que vous nous proposez. Pour commencer, peut-être, j'ai envie justement avec vous, Marie-Laure, de commencer. Le JT tel qu'on l'imagine aujourd'hui, mais quand vous avez effectivement commencé sur ce JT, quelles étaient les contraintes de l'époque pour qu'on resitue un petit peu le JT dans le temps ? Les contraintes, c'était beaucoup de contraintes techniques. Enfin, moi, le premier JT que j'ai présenté avant de faire avec Yves, je l'ai fait au bénéfice de l'année de la femme, et c'était en 1975, c'était le journal de la nuit. Et donc en 1975, on tournait encore en film, en noir et blanc, etc. Donc il y avait des contraintes techniques qui étaient très fortes. On n'était pas en overdose d'images, on était plutôt en manque d'images. Faire un direct, c'était des paris permanents. Donc, en effet, c'était tous les jours un pari qu'il fallait gagner pour apporter le maximum d'informations aux téléspectateurs. Et c'est pour ça que les parties, en dehors du fait que pour le 13h, c'était aussi une volonté éditoriale qu'on avait, mais que la partie un peu magazine, qu'on accordait à ce qui était la culture au sens très large, c'était aussi parce que, voilà, on n'aurait pas pu faire 45 minutes de reportage pour faire un journal télévisé. Quand on parlait de bricolage, effectivement d'artisanat aussi, avec les moyens de l'époque, les moyens techniques de l'époque, c'est la réalité ? Oui, bien sûr, c'était bien sûr la réalité. L'illustration en plateau derrière. Alors aujourd'hui, on a ces écrans magnifiques, etc. C'était des diapositives. Il y avait quelqu'un qui était chargé, en fonction du texte qu'on avait écrit, de trouver des diapositives pour illustrer les propos. Et il y avait un petit barillet sur lequel étaient disposées les diapositives en fonction de l'ordre de passage des plateaux à l'antenne. Et puis, voilà. Donc, c'était en effet très artisanal. Et il n'y avait pas de 3D. Voilà, il y avait un atelier dessin qui faisait quelques dessins, y compris bien après, quand il y a eu cette extraordinaire émission qui s'appelait L'Enjeu, économique, présentée par Emmanuel Delataille, qui est un des pères fondateurs du Presse Club. Moi, j'ai revu il n'y a pas longtemps pour une émission L'Enjeu. C'était une émission formidable qui a mis à la portée de tout le monde l'économie. Mais alors, les illustrations, c'était tout en camon, quoi. Enfin, c'était incroyable. Les courbes et tout. Quand on voit ça aujourd'hui, en effet, on ne peut pas dire que c'était très attractif pour le téléspectateur. Moi qui suis dans l'économie, ça me donne beaucoup d'espoir sur des émissions à produire. Hervé, sur ce moment-là, justement, cet aspect artisanal et la manière dont ça a évolué, vous qui êtes sur l'innovation, oui. Comment ça a avancé ce JT ? Comment il a avancé ? Attendez, avant que ça avance, je vous ai apporté un cadeau. Ça, c'est donc les conducteurs du premier journal télévisé. Et ça, c'est
il y a 103 conducteurs parce que l'année 49, ça démarre le 29 juin. C'est pour ça qu'on fait tous ramdam, parce qu'il y a 70 ans est né le journal télévisé. Et il s'est interrompu peu après le défilé du 14 juillet, que connaît bien Anne-Claire. Et ensuite, il a repris en octobre, et après, il ne s'est jamais arrêté. Et là, ce que vous voyez, c'est l'original du premier conducteur du premier journal télévisé, où vous avez ici ce que Sabag, donc le soir, avec ses petites mains, tape sur sa machine à écrire. Ils sont 25 en tout et pour tout. Il y a 2 caméras, 2 voitures, restriction d'essence, restriction de pellicule. Alors, je ne vous raconte pas, déjà, Marie-Laure, elle était au firmament de la technologie. Parce que, alors là, ils n'ont même pas de quoi développer la pellicule. Ils vont à la droguerie du coin, des trucs pour jardin. C'est ce qui fait qu'ils peuvent... Et donc, qu'y a-t-il sur ce... Puisque je vois que ça vous mord les lèvres, oui. Donc je réponds la question que vous n'avez pas posée. Donc, il y a la kermesse aux étoiles. La kermesse aux étoiles, c'était une sorte de manifestation tous les ans des grandes vedettes qui venaient là pour donner un peu d'argent aux bonnes œuvres. Un téléthon de l'époque. Du cinéma, oui, voilà. Mais ils étaient réunis dans un grand... au Parc Saint-Cloud, je crois. Puis, il y avait la presse filmée. Alors, à l'époque, comme les 45 minutes, tu parles, ils ne savaient pas les faire du tout. Ce premier journal fait 15 minutes 50. Mais sur ces 15 minutes 50, les 2 tiers sont faits, en fait, par l'actualité cinématographique qu'on rachète dans les filières du cinéma. Vous savez bien qu'à l'époque, la seule actualité en mouvement qu'on voyait, c'était au cinéma. Il y avait 5 canaux et donc réunis sous un même emblème qui s'appelait France Vidéo. Eh bien, Sabag faisait de quoi faire un pseudo-journal. Et puis surtout, il y avait ce reportage complètement invraisemblable d'un ballon où effectivement Sabag se dit tiens, on va montrer Paris vu du ciel, avec donc le rare caméraman qui avait un outil de prise de vue, une caméra en 35 mm. Il monte et puis il montre un petit peu comment Paris est magnifique. Et au bout de 40 km, près d'Orly, il se crache. Et ils vont couper l'électricité, ligne à haute tension, c'est un bordel total. Ah oui. Les trains, les avions, tout s'arrête pour cause du premier journal télévisé. Donc oui, bravo au journal. Un moment qu'on a oublié. C'est un truc très utile, on le voit. Et dernier point, le truc marrant, pourquoi le 29 juin ? Parce qu'on a la veille du départ du Tour de France. Donc le journal télévisé, c'est le Tour de France. Donc ils envoient évidemment une équipe tourner le préparatif. Et que se passe-t-il à la rubrique incident ? Poinçonnage du Tour de France. Reporter Jacques Salbert détruit au cours du développement, eau à 24 degrés. Ça ne marche pas. Il n'y aura même pas le premier sujet pour le Tour. Voilà, il n'y avait pas de bêtisier, mais on aurait pu faire un excellent bêtisier de ce qui s'était passé pour ce premier JT. Il fallait quand même être passionné pour quand même faire ça, parce que pour le coup, c'était ils étaient une plus aventure. Que passionnés. Ils étaient habités, ils avaient, abandonné la petite gloire de la radio, puisque Paris Inter avait ses bureaux sur l'avenue des Champs-Élysées. Et comme le dit très bien Georges Decaune, il s'agissait d'aller dans une rue que personne ne connaissait, sauf l'occupant allemand, car c'est lui qui avait mis en place les studios rue Cognac-G. Sont effectivement les Allemands qui ont exproprié une grande maison de jeux, de danse, qui s'appelait Magic City. À côté, il y avait un parking. Et de l'autre côté, c'était une pension de famille qui s'appelait la pension de l'Alma. Les Allemands ont réquisitionné tout ça. Ils ont dit, on va faire un truc de télé parce qu'ils cherchaient un endroit pour produire de la télé à quelques centaines de mètres d'un pylône qui leur semblait évident, et ils avaient raison, qui s'appelle la Tour Eiffel. Et donc, oui, ces hommes-là qui reprennent derrière, avec l'aide de quelques ingénieurs allemands, ce dont on parle peu, von Braun a aidé les Américains, figurez-vous que nous avons eu nos von Braun allemands pour notre télévision.
Et donc, ils se sont lancés avec l'aide de quelques industriels, d'Henri de France et un certain nombre d'autres. Et ils ont fait ça 3 mois après les Américains, qui, eux, avaient déjà commencé. Mais eux, c'était essentiellement un présentateur qui s'appelait John Cameron Swayze, qui était financé par Camel la semaine et le week-end par Plymouth. Donc, il avait devant lui des petites voitures à roulettes. Et pour dire, voyez, ça, c'est les bonnes bagnoles. Et le reste de la semaine, il fumait Camel. Il en est d'ailleurs mort, comme un certain nombre d'autres à l'époque où la cigarette, effectivement, a fait des ravages parmi des très, très grands journalistes américains. Ça, c'était un moment d'histoire quand même exceptionnel d'avoir effectivement ce document-là. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut... Hervé a fait un documentaire sur la naissance du journal télévisé qui est vraiment extraordinaire. Alors, non, mais c'est vrai. Il est extraordinaire, je suis d'accord. Oui, alors il est extraordinaire grâce à toi, mais aussi les archives de l'INA sont fabuleuses. C'est-à-dire que vraiment, et c'est l'histoire en effet de ces hommes complètement fous qui ont été des pionniers et qui ont fait ça à la fois dans l'enthousiasme, la joie, la bonne humeur, la déconnade et le sérieux aussi. Mais il faut absolument aller, c'est en replay sur France Télévisions, mais c'est vraiment un document très important au moment où on souhaite les 70 ans du journal télévisé. Si vous voulez passer votre micro à Jean-Claude pour que sur effectivement l'évolution, les années 70, si on passe, voilà, il y a effectivement une évolution du JT. Est-ce qu'il y a un fil conducteur déjà sur un JT? Parce selon les chaînes, est-ce que quand vous êtes arrivé, vous avez commencé sur France 3, est-ce que France 3, il y avait d'abord, voilà, il y avait une certaine ligne à respecter, des thématiques? Comment ça se passe? Bien, d'abord, à l'époque, évidemment, la mainmise du pouvoir politique sur la télévision était évidente, personne ne le conteste. Mais je peux vous raconter comment France 3 a été créée parce que c'est assez hallucinant. Alors, on a d'abord fait faire des tests à des journalistes volontaires de France Inter en disant « Voilà, on va créer une 3e chaîne de télévision, on cherche des présentateurs. Si vous êtes intéressés, présentez-vous. » Donc, on a été un certain nombre à se présenter. Le test consistait à s'asseoir face à une caméra. Quelqu'un nous donnait une feuille de papier sur laquelle il y avait un texte à lire qui était bourré de fautes d'orthographe, il manquait des mots, etc., pour voir comment on s'en sortait. Bon, il se trouve qu'avec Yves Mourouzi, avec Régis Faucon et moi-même, on a été 4, je crois, à être sélectionnés pour présenter le journal de France 3. Alors, le journal de France 3 a commencé le 1er janvier 1973 à 18h30. Il y a eu un générique qui s'appelait Inter 3, puisqu'on venait tous de France Inter. Et puis, il y avait un jeune journaliste qui suait sang et eau, tellement il avait peur, c'était votre serviteur. J'ai donc eu l'honneur de présenter le premier journal de France 3 à 18h30. 18h30, c'était un flash. On n'avait pas de prompteur, évidemment. C'était dans le studio 135 de la Maison de la Radio. C'était Pompidou qui avait dit « On va donner une 2e chaîne couleur aux téléspectateurs », mais sans se préoccuper de la façon dont ça fonctionnait. Donc, il n'y avait pas de budget, pas de rédaction, pas de voiture de reportage, pas de chroniqueur. C'était juste le permanent de France Inter qui venait faire le 18h30 et le 22h30 de France 3. Pourquoi le 22h30 ? Parce que France 3 était la 2e chaîne en couleur, TF1 restait en noir et blanc, France 2 était en couleur et France 3 naissante en 73 était en couleur. On enregistrait le journal de 20h de France 2 et on le rediffusait à 22h30, exactement le même, souvent dans le même ordre. Quelquefois, on changeait l'ordre, mais c'était rare. Et on remplaçait simplement le présentateur du 20h de France 2 par le présentateur du 22h30 de France Inter. Tout ça, ça a marché à peu près qu'à un quart, jusqu'au 2 avril. Alors ça, je m'en souviendrai parce que c'était à mourir de rire, et en même temps, c'était pas drôle. 2 avril 1974. Qu'est-ce qui s'est passé le 2 avril 1974 ? Je crois que c'était Régis Faucon qui présentait le 22h30 de France 3, qui avait enregistré le 20h de France 2 2 heures avant. Et il va à l'antenne, c'est-à-dire il était seul dans le studio, il n'y avait même pas de caméraman. La caméra, elle était télécommandée par le réalisateur. Il s'assoit et il y a le coupeur de dépêche, à l'époque on n'avait pas les ordinateurs, qui hurle « Régis, Régis, un flash !» Alors il dit « Oui, c'est quoi encore cette connerie ?» Parce que souvent on se faisait des blagues, du genre le pape est mort, ou je ne sais pas quoi. Il dit « Non, Pompidou est mort !»
Il dit, ouais, arrête tes conneries. Il dit, non, non, mais cette fois, c'est vrai. Bon, alors, il est à 30 secondes de l'antenne, on lui donne le papier, flash, flash, officiel, le président Pompidou est mort. Et il a tout son journal où il n'y a rien. Il y a, je ne sais pas, la température, de l'eau, enfin des bêtises. Alors ça donne ceci. Générique, France 3, enfin Inter 3, Faucon face à la caméra. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Eh bien, je viens de l'apprendre à l'instant, le président Pompidou est mort. Mais d'abord la météo. Et il enchaîne tout le journal comme ça. Et à la fin, il dit, et je vous rappelle la principale information de ce journal, le président Pompidou est mort. Ça a fait un scandale, vous n'imaginez pas, parce qu'il y avait tous les parlementaires qui regardaient le journal de France 3 après la séance. Et il dit, mais c'est rien que des gauchos. Vous avez vu la façon dont ils ont traité la mort du président Pompidou, c'est absolument scandaleux. Alors il y a eu une enquête, etc. Il dit, mais France 3, c'est rien. C'est ces 4 pauvres mecs de la rédaction de France Inter qui rediffusent le journal. Il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de voiture de reportage, il n'y a pas de commentateurs, il n'y a rien. Alors il dit, il faut donner les moyens. Et maintenant, France 3, il y a 3000 journalistes. Il y avait quand même des spectateurs à l'époque, ou pas? Oh oui, il y en avait quelques centaines, au moins. Oui, quelques centaines. Donc c'est... Quelques milliers, je ne sais pas. Alors, vous avez connu TF1, la 5 aussi. Alors la 5, oui, bien sûr. Là, est-ce qu'il y a un changement quand, par exemple, par rapport à ce que vous avez pu faire, vous, en tant que présentateur TF1, vous arrivez sur la 5, est-ce que le JT qui arrive de la 5, il est différent ou est-ce qu'on retrouve des... La différence, c'est ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Je suis désolé de parler un peu avant toi, mais bon, toi, tu es la modernité même. La différence, c'est la technique. Moi, j'ai connu, d'ailleurs, c'est dans les bêtisiers, de temps en temps, on le ressort, j'ai connu le télécinéma, c'est-à-dire il fallait synchroniser la bande film, qui était physiquement du film, avec la bande son, et le fameux rail d'Ouessant, où j'ai eu 5 ou 6 pannes, et des peines autant d'ailleurs, en direct à l'antenne. Je lance le reportage, on voit l'image, il n'y a pas le son. Donc le téléphone sonne. À l'époque, il y avait le téléphone, maintenant on a des oreillettes. Alors oui, on est en panne, démerde-toi. Parce que vous n'entendez pas ce qu'ils nous disent. Alors j'ai dit, bon, nous avons un petit souci technique, mesdames et messieurs, mais ça va être réparé. Le téléphone ressonne. Oui, ça y est, c'est bon, tu peux y aller. Et voilà, tout est prêt. Et là, on envoie et on entend le son, pas l'image. Alors, et ça a duré comme ça. Alors à un moment donné, je dis, c'est les PTT ou la télévision, etc. Parce que, bon, il faut savoir dédramatiser. Enfin, tu transpires dans ton dos quand même. Parce que là, tu as 10-12 millions de téléspectateurs facile à l'époque. Et puis, quand je suis arrivé sur la 5... Alors tout était moderne, c'était des cassettes, c'était géré par ordinateur, c'était instantané, etc. Et quand j'étais sur TF1, on m'a demandé de créer la première télévision du matin, Bonjour la France, Bonjour l'Europe, en 87, et j'ai créé le premier journal de 6 minutes avec des sujets de 30 secondes, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on n'avait qu'une demi-heure. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait raconter comme ça, l'histoire de la télé. Anne-Claire, quand justement vous entendez cet historique par rapport à votre travail, à vous, hebdomadaire, comment vous ressentez ça? J'ai peur d'être terriblement ennuyeuse. Je m'excuse d'avance parce que mes anecdotes sont beaucoup moins hautes en couleur que ça. Après, c'est le lot de tous les milieux qui se professionnalisent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pourrait d'ailleurs pas se permettre ce genre d'erreurs, de tâtonnements, parce que les gens ne nous le pardonneraient pas, ce qui n'était sans doute pas le cas à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la technique pour nous, qui nous a permis effectivement de faire des choses, d'utiliser énormément d'images. On est en permanence avec une image à l'antenne. Si ce n'est une image, c'est une photo. Si ce n'est pas une photo, c'est une infographie, etc. Donc on a illustré et produit considérablement le journal, même si j'aime pas tellement le terme produire, parce que c'est de la réalité, c'est une matière très sensible, la réalité. Donc on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut avec. Mais c'est vrai qu'on a permis d'enrichir considérablement le message et l'information qu'on voulait transmettre aux téléspectateurs. Après, on a perdu sans doute aussi en aventure. Et c'est vrai que moi, mon journal, alors je pense que je parle beaucoup moins que vous, aujourd'hui, avec des lancements qui sont forcément beaucoup plus restreints, parce qu'on a aussi choisi, comme on a plus d'images, de donner la part belle à l'image et au reportage. Je suis beaucoup plus contrainte en termes de temps d'antenne, mais sans doute au nom d'une certaine efficacité. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Mais voilà, c'est plus du tout le même monde, je pense. Et c'est plus du tout avec une audience qui a sans doute, qui a même certainement
qui s'est réduite. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a compensé. Alors, on a parlé là d'une époque où il y avait un manque cruel de moyens. Après, voilà, on a atteint un niveau qui est en train de régresser sans doute en termes de moyens humains, etc. Mais on compense avec une technologie qui est vraiment à notre service, au service des téléspectateurs, et qui nous permet vraiment d'affiner, encore une fois, l'information. Et on a des vecteurs d'information incroyables à notre disposition. On a évidemment l'image, les mots, on a le fait que tout est vraiment à la seconde près ou à la microseconde près en coordination. Et donc, du coup, voilà, ça c'est vraiment la nouveauté du journal d'aujourd'hui sur des plateaux qui ont considérablement évolué. Oui. Moi, j'ai un écran de 70 mètres carrés derrière moi, dont je peux faire à peu près ce que je veux, que je peux découper comme je veux, avec des images, avec des photos, avec des titres. Enfin, voilà. Quand je parle de quelque chose, je pense que le téléspectateur le ressent déjà parce qu'il le voit, il l'entend. Et ça, pour le coup, c'est la vraie modernité des journaux d'aujourd'hui. Est-ce que sans prompteur, est-ce que ça pourrait arriver aujourd'hui, ce qui m'est arrivé du temps de Bloomberg, d'un seul coup on se retrouve avec le prompteur, on n'a plus rien devant. Ça arrive. Effectivement, comme Jean-Claude, il faut assurer. Ça pourrait arriver aujourd'hui, vous avez des moyens de rattraper ça ? Ça arrive que le prompteur tombe en panne. Alors évidemment, on a nos fiches, donc on est comme tout le monde, hein, on s'adapte, mais c'est vrai qu'on a sans doute moins l'habitude des bugs techniques. Et quand ça arrive, c'est vrai que c'est problématique. Moi, je me souviens du pire journal de ma vie, c'était 10 minutes après qu'on ait appris la mort de Michel Rocard. Et d'ailleurs, le journal de la 2 a mal commencé aussi, mais parce que comme on est en surproduction, surproduit, que les titres sont très habillés, etc., dès qu'on change au dernier moment une séquence du titre, tout part vraiment en vrille. Et en l'occurrence, c'est parti en vrille chez moi, et je m'en souviens très bien, et c'est un très mauvais souvenir, mais je crois que c'est aussi parti en vrille chez Laurent Delahousse, où les images ne correspondaient plus du tout à ce qu'on disait. Enfin, voilà, la technique peut aussi être une contrainte terrible. Et donc, on commence voilà, le journal avec cette annonce de la mort de Michel Rocard. On avait en catastrophe ressorti 1 ou 2 sujets qu'on avait déjà préparés parce que tout le monde savait qu'il était malade. Et effectivement, dans les rédactions, c'est un peu cynique, mais on prépare aussi ces sujets-là à l'avance. Et personne ne les avait vus. Moi-même, je ne les avais pas vus. Voilà, et ça a été très 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 compliqué dans un contexte, encore une fois, où les téléspectateurs ne nous pardonnent plus ce genre de tâtonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tellement l'impression que c'est un milieu très professionnel, etc., qu'on ne nous pardonne plus ça, et ça a été très très long. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand il y a un incident technique, s'il arrive, ou une news très importante qui peut arriver voilà, quelques minutes ou quelques heures avant le JT, ça reste un moment de tension pour toute l'équipe, pour la présentatrice. Évidemment. Alors après, on a des moyens aussi pour envoyer des gens très vite en moto, avec des avis ouest, donc on n'a plus forcément besoin d'attendre le car SNG avec le satellite, etc. Donc on peut aussi réagir, on peut faire des téléphones, on peut faire énormément de choses très vite. Donc nous, on traite l'actualité assez vite, mais avec une pression, et oui, supplémentaire. Jean-Claude, vous vouliez réagir à ça ? Oui, puisque nous parlons des incidents techniques, a surgi dans ma mémoire l'un des pires moments de ma carrière. C'était un journal de 20 heures, comme tu les présentes actuellement sur TF1. On est à quelques secondes de l'antenne, on est à 20 ou 30 secondes, et d'un seul coup, le grand projecteur qui était face à moi dans le studio de la rue Cognac-G, une grande lampe de 5 ou 10 kilowatts explose. Alors le chef de plateau, avec le professionnalisme qu'on connaît à nos amis techniciens, se précipite et met une double échelle avec son assistant. Il monte à toute vitesse. On lui tend une nouvelle lampe. C'est des lampes qui étaient grosses à l'époque comme ça. Et il enlève l'autre qui jette par terre. Et puis le générique du journal télévisé de TF1 commence. Et je suis toujours dans l'obscurité puisque le projecteur principal a explosé. Et le gars avec des gants, il visse à toute vitesse la lampe. Je le revois faire encore, il est dans l'axe comme ça de mon regard. Et puis, au moment où la lumière jaillit, 2 secondes vraiment avant que je sois à l'antenne, il est allé tellement vite que l'échelle tombe, il s'accroche au câble, il est à 3-4 mètres d'altitude. Tout le plateau est mort de rire. Il y a un qui dit « Coco, tu veux une banane ?» Enfin... Tout ça, ça ne s'entend pas en antenne, mais moi, je l'entends. Et moi, je dis, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir, nous venons de l'apprendre à l'instant, le Shah d'Iran est mort en Égypte. Et j'ai une envie de rire, mais de rire.
Et je me dis, est-ce que tu vas tenir jusqu'à lancer le sujet? Et je tiens jusqu'à lancer le sujet. Et puis là, je me mets à rire. Mais je peux vous dire que ça, c'est des moments qu'on n'oublie pas. Voilà, ça, c'est être professionnel quand on est en direct comme ça. Anne-Claire, pour revenir sur le JT, on a eu l'occasion au Presse Club de rencontrer, certains d'entre vous l'ont peut-être rencontré, PPDA, qui aussi nous avait parlé de la manière dont il préparait son JT. Et j'ai toujours été étonné par ce qu'il nous avait dit à l'époque. Il nous avait dit... Forcément, au début, on commence par les 15 minutes qui vont être difficiles, les mauvaises nouvelles, etc., qu'on va rajouter. Alors, c'est vrai que parfois, quand il y a une catastrophe, on se dit ah bah oui, tiens, on va rajouter un avion, on a l'impression qu'on rajoute, mais c'est 15 minutes un petit peu anxiogènes. Pourquoi finalement, on commence par ça? Et la question sera aussi posée aux deux autres présentateurs, mais pourquoi on commence par ce qui ne va pas bien? On commence pas toujours par ce qui va pas bien. Moi, je commence régulièrement par des choses qui vont bien. La Coupe du Monde féminine, par exemple, on ouvre quand ça le justifie. Je crois qu'on commence par l'événement, et souvent l'événement où ce qui est en rupture avec la normalité, malheureusement, ce sont des événements dramatiques, mais c'est pas un choix de commencer par ce qui va mal du tout. Et je pense qu'on a largement évolué ces dernières années, déjà parce que les téléspectateurs nous l'ont beaucoup reproché, ce côté anxiogène, etc. Et je crois qu'on a beaucoup réfléchi à ça dans les rédactions. On traite beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins, les faits divers, ce qu'on appelait les faits divers. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on traitait beaucoup de ces histoires-là. Je crois que évidemment, les grandes histoires sont toujours traitées à la télévision, mais beaucoup moins. Et donc, on a cherché effectivement à désanctiogéniser le journal télévisé. Mais je crois qu'on commence par le fait le plus marquant de la journée. C'est surtout ça. Enfin, je sais pas si... Hervé, ouais, sur C'est ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information. Et la hiérarchie de l'information ne va pas du épouvantablement anxiogène, l'effroi, n'est-ce pas, presque la sidération, jusqu'à la cooltitude de la culture. C'est fini, ça. Ça a été un modèle de conducteur, mais c'est fini. Aujourd'hui, parce qu'on est très astucieux, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'événementiel un peu partout à l'intérieur du journal, de telle manière qu'on n'ait pas le sentiment qu'au bout de 12 minutes ou 15 minutes, on a éclusé l'info forte du jour et que derrière, on est dans du magazine qui n'a plus grand intérêt. En fait, on essaye de faire en sorte qu'il y ait de l'intérêt, de la tension dans le journal, avec ici de l'émotion, là un rapport plus dans l'intelligence de la compréhension, ici une sorte de beauté d'image, et TF1 fait beaucoup. C'est ce genre de choses. Et donc, dernier point, je reviens sur les incidents techniques. Il y en a un qui a été une affaire d'État que vous connaissez tous, qui est la fameuse grue de Latché, où effectivement le président Mitterrand a toujours cru qu'Antenne 2, car c'était Antenne 2, n'était pas très ami avec lui et qu'on voulait lui faire un mauvais tour. Et donc la technique, effectivement, joue un rôle important, certes, mais elle n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le journalisme. C'est ce qu'on veut faire. C'est l'intention. C'est ce qu'on va montrer aux personnes. Et vous savez, vous parlez de modernité. Il existe en Israël une société qui s'appelle Weebits, qui fait une chose absolument incroyable que vous connaissez certainement. Weebits est capable, avec un certain nombre de dépêches, par exemple sur Trump et ses relations avec l'Iran, vous demandez à votre logiciel de faire un sujet d'1h15 sur l'état des relations entre Trump et l'Iran. Donc le logiciel va chercher les dernières dépêches, va chercher des images qui bougent dans votre vidéothèque, quelques images fixes, photothèque, et va rajouter un certain nombre de choses écrites. Il met 4 secondes chrono en main pour fabriquer 1h15. Et plusieurs journaux, parmi des journaux très importants sur la place de Paris, se sont équipés en passant des accords avec Weebits pour pouvoir produire sans intervention humaine. Hein. Donc là, c'est l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui synthétise l'info et figurez-vous, ça tient parfaitement la route et c'est remarquable. Donc voilà, il ne s'agit pas d'en avoir peur, oui. Et il s'agit de penser que ces choses existent et de savoir maintenant ce que nous en faisons pour en garder la maîtrise, tant bien faire se peut. Jean-Claude, tu voulais réagir? Oui, je voudrais réagir à ça parce que ce que vient de dire Hervé est extrêmement important. Moi, je suis un passionné depuis toujours des technologies nouvelles et je suis avec un très vif intérêt l'évolution
de l'intelligence artificielle qui, lorsque les ordinateurs quantiques seront au point, ce qui est loin d'être le cas encore, il faudra peut-être 10 ou 20 ans, risque d'aboutir à la situation suivante. Un présentateur ou une présentatrice virtuelle, ça on sait faire, on l'a déjà fait 20 fois, c'est-à-dire qui n'existe pas, donc complètement manipulé par le pouvoir financier et le pouvoir politique. Mais l'intelligence artificielle, qui prend conscience tous les jours un peu plus de sa propre existence, mais qui n'a pas encore la conscience de son existence comme peut l'avoir un être humain, l'intelligence artificielle, un jour, qui n'est pas loin, 10, 20, 30 ans, prendra certainement conscience avec les ordinateurs quantiques de sa propre existence, et elle dira, mais voyons, quel est le problème de la planète Terre? Qui est-ce qui pollue? Qui est-ce qui fait les guerres? C'est l'homme. Donc je vais éliminer l'homme. Alors, ce n'est pas du tout avec des hélicoptères de combat qui vont se mettre à tirer dans les rues des grandes villes. C'est simplement, elle va couper l'électricité. Vous imaginez, on coupe l'électricité. En 48 heures, il n'y a plus rien. Les hommes commencent à se tirer les uns sur les autres pour bouffer, etc. etc. Donc, on n'est pas loin d'une situation qu'Hervé vient d'ébaucher et qui est préoccupante. Alors, avant qu'Anne-Claire soit remplacée par effectivement une droïde à son image, mais légèrement... Mais des présentateurs virtuels ne font jamais d'erreur. Et je crois avoir compris, après avoir pensé le contraire, que les téléspectateurs ne nous en tiennent pas rigueur. Et au contraire, ça nous rend humains, nous disent-ils régulièrement. Quand on est une jeune présentatrice ou une présentatrice débutante, on en est malade à l'avance de la moindre petite erreur. Et on apprend déjà à laisser derrière nous tout ce qui nous arrive, parce qu'il faut avancer, c'est le principe du direct. Mais aussi que finalement, voilà, les petits accros, les téléspectateurs aiment ça. Donc on est encore là pour quelques années. Ce qui a changé entre effectivement les JT jusqu'aux années, on pourrait dire 2000, même peut-être 2010, c'est effectivement aujourd'hui la présence des réseaux sociaux, c'est tout ce qui se passe dans la journée. Ce qui était avant finalement nos principales sources, c'était des dépêches d'agences pour la plupart, les journaux papier. Aujourd'hui, vous avez dans toute la journée ce qui se passe sur les réseaux sociaux, du buzz, tout ce qui peut se passer. Quand vous arrivez dans votre JT, c'est aussi, vous devez prendre en compte ce qui a pu se passer là. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, enfin, on en a parlé il y a quelques jours ensemble, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire abstraction de la société dans laquelle on vit. On ne peut pas faire abstraction de ce que les gens ont entendu dans la journée ou vu plus exactement effectivement sur les réseaux sociaux. Et soit on décide qu'effectivement ce buzz, il n'a pas lieu d'être dans un journal télévisé, soit on décide qu'au contraire, c'est de notre responsabilité d'y revenir, ne serait-ce que pour détricoter cette espèce de fake news ou d'exagération qui est en train de se mettre en place. Mais ça, ce sont des débats au quotidien. Mais c'est vrai qu'on ne peut plus faire comme si de rien n'était, parce que déjà les téléspectateurs ne comprendraient pas. Après, ça nous rend d'autant plus utile et d'autant plus nécessaire, parce qu'on est là pour digérer les choses, pour remettre les choses au point, et je crois que c'est ce que les téléspectateurs viennent chercher chez nous. Et peut-être s'ils sont parfois étonnés qu'on n'évoque pas telle ou telle affaire, peut-être qu'ils se disent aussi qu'on a jugé que ça n'était pas digne d'un journal télévisé. Alors, ce qui a changé, effectivement, il y a ça, mais il y a aussi peut-être ceux qui regardent les JT entre... Marie-Laure, ceux qui pouvaient regarder le JT à l'époque, ceux qui le regardent aujourd'hui, parce que là, on parle effectivement de 5 millions, Jean-Claude disait 12, donc c'est plus les mêmes personnes. Est-ce que c'est un public plus âgé? Pas forcément. Non, quel type de public on a aujourd'hui sur les JT? Ce qui a beaucoup changé ces dernières années, bon, on a connu la révolution et l'évolution technique qui a beaucoup transformé la fabrication de l'information, même si le mot fabrication n'est pas très élégant, parce que ce qu'on vit depuis 10 ans et de manière de plus en plus intensive, c'est la révolution du téléspectateur, parce que le téléspectateur, il s'informe tout au long de la journée. Il a ses alertes smartphone. S'il y a une info qui l'intéresse, il va aller sur le site du Monde ou il va aller sur le site de son journal régional. Il va partager l'info, il va la commenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les téléspectateurs sont des acteurs de l'information. On a la chance en plus d'avoir des téléspectateurs et des citoyens qui s'intéressent à l'information. Ils sont acteurs de l'information. On était, nous, les premiers acteurs de l'information. Mais quand arrive le journal de 20h, il ne faut pas leur raconter la journée, parce que ça, ils la connaissent, et c'est plus ce qu'ils attendent. Donc, cette évolution du comportement du téléspectateur à l'égard de l'approche de l'information, et le fait aussi qu'il y a la multitude des écrans, etc., fait que ça a fait évoluer le contenu des journaux télévisés. Il y a
10-15 ans, on donnait un maximum d'infos, plein de petits off qui s'enchaînaient les uns derrière les autres. Ça ne devait pas être très compréhensible pour les téléspectateurs, mais on avait essayé de couvrir l'information de la journée. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on fait des choix plus restreints, contraints, différents, mais on fait des choix pour des sujets anglais, des mises en perspective, parce qu'on va à un moment essayer de démonter une information, c'est-à-dire le rôle du journaliste rentre pleinement dans cette évolution du comportement des téléspectateurs. Et je pense que si les JT restent aujourd'hui toujours très fédérateurs, même s'ils touchent moins les jeunes, là c'est la vraie question, de 5 millions, restent très fédérateurs, c'est parce qu'ils ont su évoluer. Il y a 15 ans, des sociologues des médias comme Jean-Louis Messiquet annonçaient la mort du 20h. On y croyait un peu à la mort du 20h. Je ne croyais pas ce qu'il disait. Oui. Non, mais on se disait, oui, est-ce que ça va encore? Est-ce que ces grands rendez-vous, s'ils n'avaient pas évolué, je pense qu'ils auraient été moins fédérateurs qu'ils sont aujourd'hui. Donc on a été un peu poussés au cul par les gens qui nous regardent. Hervé, justement, sur cette évolution et puis c'est l'environnement autour du JT. Finalement, quelle est la position du JT dans ce nouveau paysage de l'information? C'est ça la question qu'on se pose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, là, ici, c'est bien, il y a de la clim, mais dehors, il y a ce qu'on appelle un dérèglement climatique. Je pense qu'il y a un dérèglement de l'information, un dérèglement de l'image, où effectivement nous sommes secoués, bousculés sans cesse par une nouvelle image, un bruit qui devient au début faible, comme on dit, et qui peut devenir dévastateur, et tout cela à l'échelle de la planète. Il y a quelque chose de vertigineux là-dedans. Et donc, je pense que modestement, le journal télévisé est une sorte de balise, qui est une balise singulière, personnalisée, incarnée, et qui est une forme de référence de choix. C'est pour ça que moi, le mot production ne me déplaît pas, parce que je trouve que c'est une émission d'info produite, au sens où elle est construite, elle est structurée, elle est choisie, c'est un propos. Et c'est le choix d'une rédaction, d'une maison qui la propose comme ça, en relation avec ses téléspectateurs, dans une forme de conversation, parce que le journal maintenant se prolonge, il est en replay, il est en morceaux, il est numérique, on peut interroger Anne-Claire, on peut aller la chercher sur un réseau social, on peut lui poser des questions, ce qui n'était pas du tout le cas de nos amis. Et donc ce côté à parité entre le présentateur et le public qui le regarde, est pour moi une très bonne nouvelle, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une vraie démocratie intéressante, d'intelligence collective, et le journal, là-dedans, a cette référence. Il n'est plus cette sorte de force qui va fasciner comme ça, et on veut passer à la télé. Non, il est un choix qui s'affirme. On y va pas, mais c'est sa force de proposition citoyenne qui est intéressante. Jean-Claude, vous vouliez réagir à ça aussi. Ça reste une responsabilité, que ce soit Marie-Laure, que ce soit vous, être aux 20h. On a une responsabilité quand on fait ce métier-là de présenter des informations. On parlait d'anxiogène ou pas, ou de news pas forcément très bonnes. Il y a une responsabilité de la manière dont vous avez déroulé votre journal. J'ai toujours été passionné par mon métier, je continue à l'être. Et quand je présentais le journal, qu'il soit radio ou télé d'ailleurs, je me posais toujours la question de savoir à côté de quoi je passais en ouvrant le journal, comme on dit dans notre jargon, avec le sujet numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je dis, ça se trouve, dans un laboratoire, hier, il y a quelqu'un qui a trouvé un truc pour guérir le cancer ou pour faire un avion antigravitationnel, et tu ne le sais pas. J'ai passé ma vie à essayer, non pas de chercher le scoop, parce que ça c'est un peu la compétition interne à notre métier, mais à chercher l'information. Par exemple, quand le nuage de Tchernobyl a traversé la France, moi j'étais sur TF1, tout le monde disait le nuage s'est arrêté aux frontières parce qu'il y avait un anticyclone qui avait repoussé. Ça m'a semblé bizarre. J'ai creusé pendant les 3-4 jours précédant le week-end, puisque je faisais le week-end, c'est-à-dire le vendredi 20h, samedi 13-20, dimanche 13-20. Et j'ai découvert que, évidemment, le nuage avait traversé nos frontières. Et j'étais assez content de ce scoop, puisque le lundi, ça fait
8 colonnes à la une de tous les journaux de presse écrite et 2 ou 3 colonnes à la une de tous les journaux européens en disant le nuage a bien traversé la France. Mais nous sommes dans une situation d'interactivité avec les téléspectateurs. C'est-à-dire que maintenant, souvent, l'information, elle vient du téléspectateur. J'avais commencé sur la 5 en faisant faire des petits spots en disant si vous filmez quelque chose d'exceptionnel, envoyez-le nous. Maintenant, toutes les chaînes de télé font ça. Mais à l'époque, c'était assez révolutionnaire. Oui, il fallait avoir son caméscope. Hein. Oui, voilà. À l'époque, on avait des caméscopes. Maintenant, on a tous un portable qui fait aussi caméra. Donc maintenant, le téléspectateur est souvent à l'origine d'informations. Et le présentateur ou le rédacteur en chef est absolument accablé, s'il fait correctement son métier, par des quantités d'informations dont il n'a pas souvent le temps de vérifier si elles sont vraies ou pas. Il travaille un peu au pifomètre avec son expérience et le métier a complètement changé. Anne-Claire, justement, ces nouvelles sources finalement d'informations, quand il se passe quelque chose dans le monde aujourd'hui, il faut le dire clairement, on peut être sur un réseau social sans faire de pub pour l'un ou pour l'autre, on voit un réseau social, on voit une première vidéo, une deuxième, une troisième, on doit aller vérifier bien sûr les sources, faire notre travail de journaliste. On parle beaucoup de l'évolution du journal depuis le début, mais il y a aussi des choses qui ne changent pas, et fort heureusement, et c'est la rigueur journalistique. Et c'est vrai que moi je défends autant ce qui ne change pas que ce qui change, et je n'ai pas envie de dire sans cesse que le journal télévisé doit se renouveler, etc. Parce que je crois qu'on travaille de la même façon et qu'on fait le même type de journalisme, même si on n'a pas vécu les mêmes époques. Et le premier réflexe, c'est ça, c'est de faire extrêmement attention à ce que vous mettez à l'antenne, à ce que vous dites. Je vous assure que le journal télévisé, je l'ai parfois expérimenté à mes dépens, c'est une caisse de résonance telle, et on est dans une sorte quand même d'endroit un peu sacré où on ne peut absolument pas se comporter comme on se comporte aujourd'hui dans d'autres types de médias. Et ça, les téléspectateurs, eux, n'ont pas changé là-dessus non plus. C'est-à-dire qu'ils attendent de vous de la rigueur, évidemment, de la décence, d'avoir le ton juste, de ne pas du tout être dans ce que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. Et le monde a changé autour de nous, mais ça, pour le coup, ça n'a pas changé. Et donc, par rapport aux images, évidemment, on en a beaucoup plus qu'avant. C'est une source d'information formidable quand il se passe des catastrophes naturelles. On a les images, effectivement, que les gens filment à travers leurs fenêtres. Quand il se passe des attentats, on a des images que les témoins directs peuvent avoir filmées tout de suite. Et ça, on les utilise. Mais on les récupère forcément sur le terrain avec des journalistes de notre rédaction qui vont les vérifier. Et ça nous arrive aussi parfois de faire des erreurs quand ce sont des images d'événements qui se sont passés à l'autre bout de la Terre. Et quand ça nous arrive, je peux vous dire qu'on est très mal parce qu'on a trahi quelque part notre serment d'origine, enfin notre serment C'est comme un peu les médecins. Hein. On a vraiment, je pense que je ne connais aucun journaliste ou aucun présentateur qui se soit foutu quelque part d'avoir fait une erreur à l'antenne. C'est vraiment le pire qui puisse nous arriver. Et moi, ça m'est arrivé de devoir m'excuser parce qu'on avait utilisé une image au Brésil, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, d'un barrage qui s'était effondré. Et il se trouve que c'était une image qui datait de 4 ans en arrière. Et c'est vrai que, voilà, je peux vous dire que le journaliste qui a fait cette erreur, qui n'a pas vérifié, n'était pas bien. Était pas bien, mais moi je n'étais pas bien non plus, parce que s'excuser à l'antenne, c'est casser ce contrat de confiance qu'on a avec les téléspectateurs, et c'est vraiment ce qui fait notre force aujourd'hui. Oui, mais je pense que le téléspectateur, il comprend qu'on peut se tromper à un moment. L'important, l'important, c'est en effet d'expliquer et de s'en excuser. Oui, alors ça, c'est sûr que de toute voilà, façon, je veux dire, et ça, d'abord parce que c'est quand même un peu un garant de crédibilité, mais voilà, je veux dire, il comprend qu'on peut en effet à un moment se tromper, à condition en effet de le reconnaître, d'expliquer dans quel contexte ça s'est passé, pourquoi on a fait cette erreur. Voilà, ça reste une mission. Alors, j'imagine des questions dans la salle sur cette histoire des JT, la manière dont c'est fait, si vous voulez bien. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que votre métier a évolué de présentateur à rédacteur en chef. C'est important ça, parce que du coup, le fond et la forme, quoi. Alors moi, de toute façon, je ne me suis jamais posé la question, parce que c'était déjà comme ça et je ne l'envisageais pas différemment. Après, vous pouvez peut-être intervenir, parce que... Oui. Alors, effectivement, le présentateur n'a pas toujours été rédacteur en chef de son journal. Ça a commencé en France, si je ne m'abuse, par Pierre Desgroupes, qui donne ce rôle à Christine Ockrent et qui devient donc depuis c'est un couple, souvent,
entre un rédacteur en chef qui est là et qui tient un peu toute la boutique, la mécanique de fabrication du journal, et la présentatrice ou présentateur qui, de manière, je trouve, légitime, a une capacité d'opposer un point de vue, de le faire valoir. Et donc, c'est une alchimie. C'est très particulier. Ça peut ne pas fonctionner. Ça peut se finir violemment. Ça se finit toujours à un moment, parce que c'est épuisant. Il faut aussi savoir que cette histoire de journal télévisé, comme le dit Sabbag dès le début, c'est épouvantable à faire. Et donc, il faut savoir que c'est un travail extrêmement stressant, très prenant. Il ne s'agit pas de faire pleurer Margot, c'est la réalité, ce que je vous dis là. C'est vraiment un travail très lourd. Et donc, ce couple est un couple important parce que c'est lui qui va dire les choix, qui va donner l'agencement, qui va éventuellement aussi donner quelques idées, parfois moins, mais de titrail, d'utilisation d'images en fond, parce que Anne-Claire sait ce qu'elle peut avoir en support pour donner telle ou telle info. C'est une mécanique très complexe, très subtile, que moi j'ai vu s'alourdir au fil des années, où effectivement le journal s'est enrichi de tas de mentions. Par exemple, quand vous regardez le journal maintenant, que ce soit la 1 ou la 2, il y a ce qu'on appelle un liner en bas qui donne le sujet dans lequel on est. Donc il y a un titre, il y a une matière. Et ça, c'est quelque chose que le 20h est allé prendre aux journaux d'info continue. Et ce code de l'info en continu a investi maintenant les 20h, ce qui fait que quand vous arrivez sur un 20h, vous savez toujours de quoi on parle. Eh bien, à l'époque de Marie-Laure ou de Jean-Claude, ce n'était pas le cas. Et donc, il faut qu'il y ait des gens préposés à ça. Et si jamais ils écrivent une connerie, c'est bon pour la perte en crédibilité massive du journal. Là, pour une faute d'orthographe, pour un intitulé aberrant, vous perdez très fortement en force journalistique. Est-ce qu'il y a une autre question sur ces JT dans la salle? Est-ce que vous voulez... Vous n'osez pas, parce que Anne-Claire est là, Marie-Laure et je pense que ce qui est le défi permanent aujourd'hui et qui n'est pas facile, parce que ça revient aux bases de ce métier qui, en effet, tu as raison, n'a pas changé, mais c'est il faut conjuguer l'immédiateté de l'information et la nécessité du recul pour vérifier l'information. Et ça, c'est un grand écart. Et c'est quelque chose qui est pas facile et dont la difficulté est renforcée par le foisonnement d'informations qui arrivent en effet sur les réseaux sociaux et pour les 3/4 qui sont de fausses informations. Et donc, il faut savoir conjuguer tout ça. Et quand on est sur des événements très importants, très chauds, comme les attentats, quand il y a eu cette série après, voilà, et on est au cœur justement de ce déroulement d'événements dramatiques où là on croule sous de fausses informations, où il faut essayer de donner le plus vite possible l'information la plus crédible. Et ça, nous on n'était pas confrontés à ça avant parce qu'on avait somme toute une marge de manœuvre par le temps. Alors attention, oui, parce que les fausses informations, c'est un petit peu le débat du moment. On dit il y a beaucoup de faux, mais il faut se souvenir, par exemple, de la création de Twitter. Twitter, c'est né quand Ben Laden a été tué par les Américains. Et en fait, il s'agit d'un Pakistanais. Le premier qui a donné l'information, c'était un Pakistanais qui habitait dans un quartier et Ben Laden était dans le même quartier. Et c'est ce qui a donné à Twitter, à un moment donné, cette visibilité. Alors effectivement, vérifier que ce gars-là, parce qu'il avait entendu des hélicoptères, c'est venu comme ça. Et moi, à titre personnel, sur des réseaux sociaux, les attentats de Paris, je les ai eus j'ai eu sur Twitter que j'ai des comptes où je voyais rue, fusillade, rue, etc. Il n'y avait rien à la télé. Même les chaînes d'infos, parce que bon, le 20h, on ne peut pas attendre le 20h, mais même les chaînes d'information n'avaient rien. Par contre, ça commençait, je trouvais que c'était bizarre, effectivement, à cet endroit-là, pourquoi il y avait une fusillade, après il y avait autre chose. Et puis avec les hashtags qu'on utilise, que maintenant beaucoup de gens utilisent, au final, on arrive à retrouver. Donc je dirais qu'effectivement, le 20h, quand il arrive, ce tri à faire entre une information d'un citoyen qui finalement est là, voit effectivement quelque chose et se pose la question, et finalement, c'est lui qui a la première info, et le journaliste qui va aller vérifier que ce qui se passe dans les rues, c'est pas juste une petite fusillade,
fusillade, c'est beaucoup plus grave. Effectivement, il y a un gros travail maintenant de vérification, mais ce ne sont pas que des fausses, c'est effectivement une alerte, il y a peut-être des signaux, les fameux signaux faibles qu'on parlait d'intelligence artificielle, pour se dire il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, puis il faut le confirmer à 20h. Alors, il y a effectivement dans notre métier la grosse difficulté qui est d'essayer de faire son métier en toute indépendance. Et je vais citer 2 exemples. En ce moment, c'est la tarte à la crème du réchauffement climatique. Donc, on arrête les diesels. Personne ne présente à l'antenne, sauf une fois, je crois que c'était chez toi sur TF1, j'ai dit, voilà, ça c'est du journalisme, où on a vu que le moteur diesel, dans certains domaines, polluait moins que le moteur à essence, et qu'il n'y a pas un moteur qui est supérieur à l'autre. Mais pour des raisons d'économie globale, on fait croire que le moteur diesel, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Et il y a très peu de journalistes qui ont le courage d'aller au fond des choses. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que j'étais il y a quelques jours sur une petite chaîne de télé, enfin ne soyons pas péjoratifs, disons sur des nombreuses chaînes de télévision numérique, et le présentateur, je ne sais plus comment c'est venu dans la conversation, me demande mon sentiment sur le 11 septembre. Le 11 septembre, New York. J'ai dit, écoutez, il y a des zones d'ombre. Il m'a dit, comment? Mais vous faites partie de la théorie du complot. J'ai dû le décrocher du plafond pratiquement. Sauf que le lendemain, heureux hasard, je ne pense pas que le président Trump écoutait particulièrement cette émission, le président Trump déclare le lendemain de ce que j'ai dit, il déclare je crois savoir qui est derrière les attentats du 11 septembre. Ce qui veut dire que même 18 ans après, il y a encore évidemment des zones d'ombre. Mais il faut que les journalistes soient de vrais journalistes et qu'ils sortent du carcan de la dépêche AFP ou du prêt-à-penser. Et sur le réchauffement climatique, je rajoute juste un point qui me paraît essentiel. J'entends des énormités absolument hallucinantes sur le réchauffement climatique, qui est de la faute de l'homme. L'homme n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Ça, c'est dans le débat. Là, on ne va pas refaire ce débat-là ce soir parce que... Je vais vous dire parce que la révolution industrielle, c'est pas ici. Chose. Mais, oui, les paramètres de Milankovitch, d'une part, qui expliquent le réchauffement climatique, et surtout, autant des dinosaures, il y a eu déjà le niveau des mers était 150 mètres en dessous de ce qu'il est aujourd'hui. Et il y a 60 millions d'années, il était 250 mètres au-dessus de ce qu'il est aujourd'hui. Évidemment, la faute aux dinosaures qui conduisaient les diesels, comme on le sait. Non, mais on peut faire des débats, mais ce n'est pas vraiment le thème. Mais Anne-Claire, on va rebondir quand même là-dessus, c'est-à-dire, dans justement ce déroulé de JT, est-ce qu'il y a des sujets qui vont pouvoir être suffisamment longs pour justement éviter qu'on arrive aux dinosaures et hop, ça y est, stop, c'est fini. Qu'on puisse... Dans un sujet de 3 minutes, vraiment. 3 minutes, 5 minutes. La 2 va même jusqu'à 7 minutes. Et nous, le dimanche midi, on va jusqu'à 12 minutes, même si c'est du magazine et c'est pas de l'enquête. Mais effectivement, les longs formats nous permettent... C'est ce que tu disais. C'est-à-dire que le fait que les gens arrivent le soir ou le midi sur le journal télévisé en ayant déjà plein d'informations dans la tête, ça nous aide. C'est pas du tout une concurrence. On ne l'a pas du tout vécu comme une concurrence. Bien au contraire. Ça nous permet d'aller plus loin. Alors, évidemment, on ne s'exonère pas de l'information du jour basique, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas plus de temps que cette demi-heure à consacrer à l'information, et eux, il faut aussi qu'ils s'y retrouvent. Mais c'est vrai que ça nous a permis effectivement de créer des formats qui vont au fond des choses. On a énormément de moyens aujourd'hui de récupérer aussi des images, de montrer ce qu'on a du mal à montrer ou qui est difficilement filmable. Et donc, on peut permettre aux téléspectateurs, avec son imagination, avec, évidemment, dans le cadre de la réalité, d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension des phénomènes. Oui, si, Hervé. Et après, je laisserai la parole à monsieur, parce que c'est le public qui est roi. Je voulais juste dire, et ça cadre bien d'ailleurs avec l'âge de monsieur, que je ne connais pas, mais dont je me doute. Le grand défi du 20h, c'est la jeunesse. Et c'est notre petite catastrophe. Il faut dire les choses. Notre public est âgé. Et à titre personnel, comme pour Anne-Claire, j'ai beaucoup de respect pour moi-même. Je veux dire, les seniors. Et donc, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, c'est un devoir impératif, c'est un devoir, là aussi, en société, que de pouvoir informer les jeunes par 20h. 20h est effectivement maintenant un élément de tout un paysage d'information qui appartient à chaque chaîne.
Et quand vous parlez du numérique, n'oubliez pas que chaque chaîne a aussi sa plateforme numérique. Et que donc, en notre sein, nous avons des jeunes confrères de 20, 25 ans qui pratiquent également ça et qui peuvent nous alerter, nous dire voilà ce qu'il faut faire et qui introduisent quelque part cette sorte de renouveau extrêmement intéressant pour nous et qui font que les équipes du journal décanillent très très vite sur quelque chose qui est en train de se passer parce que nos veilles numériques l'ont repéré en signaux faibles. Mais ce devoir pour le 20h impératif de retrouver la jeunesse est, je pense, une des missions importantes qui lui est assignée aujourd'hui. Alors, on va poser une dernière question rapide, s'il vous plaît, parce qu'on arrive à la fin de notre live Facebook. Donc, une question rapide, s'il vous plaît. Déjà, je suis très content de vous rencontrer, parce que vous faites partie un peu de ma jeunesse. Avec le micro devant le... Voilà. Je voudrais savoir si vous n'avez pas plus de pression aujourd'hui sur le 20h, étant donné ce qui se passe avec les Gilets jaunes, par exemple, ce qui s'est passé au France 3, où la pancarte de Macron a été masquée, et il y a quelques semaines, et puis la pression sur les gens blessés, par exemple, où c'est une pression un peu des réseaux sociaux, justement, qui ont amené les JT à parler de ça. Et je voudrais savoir comment vous le vivez, parce que ça ne pose pas un problème aujourd'hui, non seulement générationnel, mais de crédibilité pour une partie de la population, même si ça reste très, très important. Alors écoutez, c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de concurrents et beaucoup plus de concurrents qu'avant nous oblige davantage à l'exactitude et à la rigueur. Parce que si vous faites une erreur, c'est remarqué tout de suite. Et je pense que vous ne pouvez plus vous permettre effectivement soit un choix politique, un positionnement politique. Par exemple, ça n'est plus possible. En tout cas, moi, je ne vois pas comment je pourrais me mettre à dos la moitié de mes téléspectateurs. Et puis le contexte a considérablement changé. Et c'est vrai que les Gilets jaunes ne nous ont pas posé de problème outre mesure, sauf effectivement à taper sur nos journalistes à un moment donné, ce qu'on a évidemment dénoncé. Mais au contraire, enfin, ce genre de phénomène pour des journalistes, qui plus est d'un journal télévisé, c'est une matière passionnante. C'est une mine de reportages, de réflexions sur la société. Oui. Non, mais cette cette pancarte masquée... Alors oui, c'est peut-être pas moi qui vais répondre. Oui, Hervé. Non, mais Cette pancarte masquée, c'est une, je le dis très simplement, c'est une connerie individuelle. C'est quelqu'un qui, voyant Macron dégage, s'est dit « Oh, c'est pas possible !» et donc a fait enlever à ce qu'on appelle, on appelait ça la palette graphique, à l'infographie, ce qui est le dégage, et il n'y avait plus que Macron, ce qui ne voulait strictement rien dire. Je tiens à rassurer ici toutes les personnes qui sont là. Et Facebook, salut les gars, jamais qui que ce soit à l'intérieur du service public n'a dit qu'il faut faire dégager le dégage. Alors là, personne. Et donc, si vous voulez, je dirais qu'il y a cette sorte de... Ben oui, parfois ça bug. Cette personne, en plus, on l'adore. C'est quelqu'un de remarquable. Et franchement, cette connerie-là qui nous a atteint de plein fouet, toutes les rédacs, on s'est dit... c'est trop bête, quoi. C'est trop bête. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait derrière? Et je le dis en 20 secondes. On a fait un séminaire sur le statut de l'image pour sacraliser ces images. C'est-à-dire que toutes ces images qui sont derrière les présentateurs, les images d'illustration sur les lancements dont parlait Anne-Claire, eh bien, on en a fait toute une Bible. Et donc, sachez que quand vous rentrez, quand vous regardez le journal télévisé, quand vous êtes un jeune journaliste, vous devez vous plier à la discipline de la mise en image qui est maintenant couchée par écrit pour la moindre intervention à l'intérieur du journal télévisé. C'est ça aussi la professionnalisation. Et parfois, elle se fait à coup de sortie de route. Oui. Bah, ça, c'est une évolution effectivement positive. Je voudrais remercier bien sûr tous nos invités, ce plateau extraordinaire sur Facebook Live. Vous n'en avez pas tous les jours, effectivement, avec autant de présentateurs. Et puis, un petit mot, parce qu'on a parlé des problèmes techniques, Anne-Claire, tout à l'heure. Il y a certains membres du Press Club qui le savent. J'ai assuré la doublure de François Langlais, qui nous a fait faux bond cette semaine. Donc, si jamais le week-end, il y a un problème, voilà, je travaille le week-end. Dites, il y a Didier qui est là-bas et il viendra avec sa voiture. Merci à tous et merci à vous de nous avoir suivis.